Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show. Alors il sort un jour en retard, je tiens à préciser parce que j'étais assez occupé. Parce que la chaîne Texama c'est un petit peu quand j'ai le temps. Bien que ces derniers temps on arrive à avoir un bon planning de vidéos. D'ailleurs vous devriez avoir 3 vidéos, enfin si vous comptez celle-là ça fera 4 vidéos sur cette semaine. Donc les jours habituels, hein, vous le savez, mercredi, vendredi et dimanche pour le Texama Show. Alors une petite news aussi d'ailleurs sur la chaîne. Et cette news concerne le fait que je vais pas tarder, alors j'ai normalement tourné la vidéo pour faire comment installer Windows depuis une clé USB. Donc je vais vous montrer comment créer la clé USB, la mettre démarrer dessus depuis votre PC, puis juste installer Windows de A à Z. Donc ça devrait être très intéressant pour ceux qui voudraient le faire. Parce que je vous garantis que installer Windows n'est pas très compliqué et que bien souvent quand vous voyez ce qu'ils font payer pour l'installer, vous pourriez économiser ça sans trop de problèmes. Alors du coup, passons directement aux véritables news de cette semaine-ci. Du coup, première news de cette semaine-ci, c'est Red. Alors Red, je sais pas si vous connaissez, c'est une compagnie qui fait des caméras qui coûtent très cher, enfin qui peuvent coûter jusqu'à très cher. Donc c'est leur, par exemple, vous avez déjà dû voir tous les gros youtubeurs tech en ont une. C'est les Red Weapon, les Red Helium et tout ça. Donc c'est toutes grosses caméras qui coûtent bien souvent, genre les moins chères, ça doit être un peu moins de 10 000 €. Et puis les plus chers, c'est jusqu'à 49 000, 47 000 €, boîtier nu. Genre, il n'y a rien dessus, hein, c'est juste le boîtier. Donc par exemple, quand vous achetez des fois des appareils photo, ils n'ont pas l'objectif dessus. Mais là, c'est encore pire, parce qu'il n'y a pas l'objectif, il n'y a pas la poignée, il n'y a rien dessus, littéralement. Donc ça coûte très cher. Et ils ont annoncé un téléphone qui coûte 1600 $. Et quand vous êtes habitué au prix de Red, 1600 $, ça va encore. Alors, quelques petites particularités par rapport à ce téléphone. C'est premièrement, on voit le design. Alors là, il y a une version avec un peu plus de contraste. Comme ça, on voit un peu mieux. Donc, design très particulier, on va le dire directement. Ça va pas être au goût de tout le monde. Mais il y a quelques trucs assez intéressants. Notamment, je pense notamment à ce port-là, qui est un port propriétaire Red, qu'ils utilisent déjà sur leur caméra et tout ça. Donc ça, ils l'ont indiqué. Vous pourrez brancher votre téléphone Red sur votre caméra Red pour servir d'écran. Donc ça, c'est plutôt pratique si vous avez déjà une caméra Red. Et ça servira aussi à brancher d'autres accessoires. Évidemment, il faudra acheter des accessoires pour brancher à la caméra qui coûteront eux encore plus cher. Mais bon, USB type C, un port jack et aussi, vous voyez, une sorte de petite forme exprès pour pouvoir le prendre en main. Alors par contre, ça c'est l'arrière. Donc au point de vue de comment c'est fait, on dirait que c'est plus pour... Enfin, c'est prévu pour ceux qui le prennent avec la main gauche. Peut-être qu'il y a la même chose de l'autre côté, hein, j'en sais rien, je ne le vois pas. Et que du coup, si on prend avec la main droite, on a à peu près la même prise en main. Donc ça c'est pas très beau, mais je trouve ça pratique, personnellement, donc ça me dérange pas plus que ça. Il y a les boutons et tout ça, donc il doit avoir le volume et le power. Et aussi l'appareil photo, donc évidemment, Red, très connu pour faire des très bonnes caméras. Si l'appareil photo n'est pas bon, il y a un problème. Alors, un truc qui est quand même sacrément intéressant, c'est que Red, quand ils ont lancé leur première caméra, ils ont vraiment perturbé le marché. Les caméras professionnelles coûtaient souvent très cher et elles évoluaient, mais sans plus. Et quand Red est arrivé, ils ont apporté d'abord la 4K et puis ils ont vite vraiment progressé vers leur plus grosse caméra. Actuellement fait du 8K. Alors vous allez dire du 8K, ça sert à rien. En fait, l'intérêt de filmer en 8K, c'est que vous pouvez juste filmer un peu plus dézoomé et juste en post-production rezoomer là où il fallait correctement et tout ça. C'est plutôt pratique en fait de filmer en un peu plus grand pour pouvoir vraiment recadrer comme on veut en post-production et faire des petits effets de mouvement quand même. Donc ça c'est vraiment bien et je peux vous jurer que ça vaut la peine. Et puis aussi ça vaut la peine parce que si vous capturez en 8K, vous avez plus de détails et même si vous le remettez en 4K après, vous avez beaucoup plus de détails en fait et ça vaut largement la peine. Donc voilà, je tiens à préciser, il y a de l'intérêt et ils ont clairement marqué le marché avec ça. Ils ont clairement maintenant, vous voyez, la plupart des gens, enfin la plupart des jeunes pros et tout ça commencent à utiliser des caméras Red. Alors il y a toujours, on va dire, les plus anciens ou même les films actuellement, on les tourne toujours sur des caméras encore différentes, mais il y a de plus en plus de petits réalisateurs de films qui prennent des caméras Red parce qu'elles coûtent techniquement moins cher que les plus grosses et elles sont mieux, elles sont juste mieux en fait. Donc ouais, j'attends de voir ce que ça donne parce que je pense que même si personnellement je ne l'achèterai pas, il coûte trop cher et même si la plupart des gens ne l'achèteront pas, l'appareil photo qu'il y a dedans va certainement apporter une petite révolution si ce
plante pas. Il y avait aussi d'autres trucs intéressants comme quoi il y avait un écran 3D, je ne sais quoi dedans. Personnellement, je suis pas intéressé par ça. Je veux dire, la mode de la 3D est déjà morte depuis pas mal de temps. Je veux dire, on peut pas juste la laisser disparaître, cette foutue mode de la 3D. Surtout que c'est pas des lunettes de 3D ou de réalité virtuelle ou autre chose. C'est un écran 3D un peu comme sur la 3DS. Bon, beaucoup mieux fait certainement, parce que la 3DS est un écran assez basique quand même. Mais ça reste quand même du traficotage, vous voyez, c'est pas de la vraie 3D. Donc, personnellement, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et il y avait aussi un truc intéressant dans le design. Je me demande si c'est fonctionnel ou autre chose. Vous voyez, c'est cette grille, littéralement. Je me demande si elle est fonctionnelle, si c'est vraiment un téléphone à 1600$, il doit être en métal, donc ça doit être une grille métal. Bon, évidemment, c'est poli pour éviter que vous vous coupez les mains dessus. Mais du coup, est-ce que ça améliore le refroidissement du téléphone? Ce serait plutôt cool, hein, personnellement. Moi, ça me dérangerait pas, si c'était le cas. Mais bon, clairement pas un téléphone pour tout le monde. Donc ça, c'était la première petite news de la semaine, que je trouve assez intéressante. Ensuite, alors ça, c'est au niveau de Ike. Alors, je pense que vous connaissez tous Ike. C'est des fabricants de water cooling, donc du véritable water cooling, pas juste un kit tout fait, même s'ils ont des kits un peu tout faits. Donc, ils vendent n'importe quoi comme pièce de water cooling. Vous avez du radiateur, en passant par les embouts, en passant par les water blocks. Le water block, c'est ça, par exemple. En passant par n'importe quoi. Vraiment, ils ont des réservoirs, des pompes et tout ça. Et du coup, ils ont lancé une gamme, là, quelques temps, une gamme pure aluminium. Alors, j'en ai pas parlé tout de suite parce que c'était intéressant, mais maintenant, ce qui commence à être intéressant, c'est qu'ils ont donné des informations sur des accessoires en plus de cette gamme-là. Donc, la gamme est d'abord sortie sous forme de kit. Donc, vous achetez un kit. Donc, c'est pas comme un water cooling tout intégré. Vous n'avez pas juste tout est branché, hop, tu le mets et puis c'est bon. Non, là, c'est vraiment un kit de water cooling. Vous avez des tubes, vous avez un radiateur, vous avez un water block pour le CPU, vous avez même éventuellement, selon le kit, un water block pour le GPU. Et vous avez aussi un réservoir et une pompe. Et vous devez monter le water cooling vous-même. Donc, mettre les tuyaux, les couper à la bonne dimension et verser le liquide dedans pour lancer le truc. Donc, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Mais moi, je trouve ça assez intéressant parce que ça diminue la barrière d'entrée pour le water cooling parce que ces kits-là, littéralement, vous le voyez, le kit, donc là, c'est le A240G, donc parce qu'il a un truc GPU en plus, un waterblock GPU, il est à 240€. Et, enfin, $240, mais à mon avis, 240€. Et c'est vraiment pas cher pour un full water cooling. Alors, on va le dire directement, ça ne vaut pas un méga vraiment bon water cooling, mais on en est vraiment pas loin. Et maintenant, avec la sortie d'accessoires en plus, alors un truc important qu'il faut noter sur ces kits, c'est qu'ils sont en aluminium. Alors vous allez me dire, c'est quoi le problème? L'aluminium, c'est pas mal, ça transfère quand même bien la chaleur. Pas autant que le cuivre, mais ça coûte beaucoup moins cher. Oui, sauf que l'aluminium en water cooling, le problème, c'est que si vous le mixez avec d'autres métaux, comme le cuivre ou le laiton, qui est bien souvent utilisé pour justement les embouts, ça fait des très 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 mauvaises choses. En gros, le liquide qu'on met dans les trucs de water cooling, c'est de l'eau déminéralisée. Donc c'est de l'eau vraiment presque pure en quelque sorte. Il n'y a aucune particule qui pourrait lui faire en sorte qu'elle puisse conduire de l'électricité. Le problème, c'est qu'au fil du temps, en tournant dans un circuit en métal, évidemment, elle va prendre des petites particules et tout ça. Donc ça c'est déjà pour ça qu'il faut changer de temps en temps. Sur un vrai water cooling, il faut changer de temps en temps le liquide. Donc tous les ans, en général, ils recommandent. Le problème, c'est si vous mixez des métals, dont l'aluminium, ils réagissent très très mal. Et là, vous avez encore un effet qui est encore pire. Et en rien de temps, vous allez vous choper un liquide très dangereux dans votre système de water cooling. Donc c'est pour ça que l'aluminium est bien souvent pas utilisé, parce que c'est trop dangereux. Par contre, si vous utilisez que de l'aluminium, ça va. Et c'est ça l'intérêt de ce kit, c'est pur aluminium. Donc le radiateur en aluminium, les embouts sont en aluminium, tout est en aluminium. Et il faut aussi que ce soit assez important à noter, mais il faut aussi que la qualité de l'aluminium, parce que chaque métal n'a pas la même qualité. C'est pas parce que vous avez deux plaques de cuivre que c'est le même cuivre. Il y a un cuivre un petit peu plus pur, il y a peut-être un cuivre avec d'autres petites impuretés, tout ça. Donc ils sont pas du même... on va dire de la même qualité. Et là aussi, c'est un peu influencé. Il faut absolument que l'aluminium soit à peu près de la même qualité. Si vous avez un aluminium, par exemple, dans le water block qui est de moins bonne qualité que l'aluminium qu'il y a dans le radiateur, ça pourrait créer des impuretés aussi. Donc, c'est ça que jusqu'à maintenant, il n'y avait pas trop de marques qui s'étaient
on va dire, mouillés à faire ça, littéralement. Excusez-moi le jeu de mots. Mais là, Ikea s'est lancé là-dedans. Ils ont sorti tout. Ils ont en gros une gamme pure aluminium. Donc le waterblock en aluminium, le radiateur, tout est en aluminium. Donc, à voir sur la durée, mais je veux dire, ils ne s'amuseraient pas à vendre quelque chose comme ça sans avoir fait des tests au préalable. Et puis je suis pratiquement sûr que quand ils se fournissent en aluminium, ils s'arrangent pour faire tout à peu près avec la même qualité d'aluminium. Sinon, ils auraient des problèmes, évidemment. Et du coup, ils peuvent fournir ce kit. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ils commencent à présenter des accessoires supplémentaires, notamment les embouts et tout ça, qui seront vraiment utiles pour faire un véritable système de water cooling. Parce que le meilleur kit qu'ils fournissent jusqu'à maintenant n'a qu'un radiateur de 240 mm. C'est bien, mais juste pour le GPU et le CPU, c'est un peu short. Personnellement, je serais au moins confortable d'avoir un 240 mm pour le GPU et un 240 mm pour le CPU. Donc le fait qu'ils sortent des accessoires, c'est cool. Donc moi, je compte passer un jour ou l'autre au water cooling, un véritable water cooling, pas juste un truc acheté tout fait. Et je pense que je pourrais envisager ça comme solution, parce que comme vous pouvez voir, ça coûte vraiment pas cher, quoi. 240 €, tout compris. J'avais fait un test une fois, juste voir un water cooling pour mon PC actuellement, juste un radiateur de 300 mm, 360 mm et un de 280 mm si je me souviens bien, donc un de 280 mm à l'avant et un 360 au-dessus, et ça coûtait avec tous les embouts, le minimum d'embouts, un water block pour le CPU, pour le GPU, ça coûtait genre 700 €. Donc ouais, ça coûte cher. Après, un truc très important à noter avec le water cooling, c'est qu'une fois que vous avez acheté le radiateur, vous pouvez l'utiliser dans un futur PC, no problemo. Les embouts aussi. Donc, une fois que vous avez, il y a un prix cher, mais dès que vous les avez, vous pouvez les garder des années et des années sans trop de problèmes. Mais bon, on verra bien ce que ça donne, ces kits-là. Moi, j'ai envisagé peut-être, ou peut-être que je passerai un truc full cuivre quand même pour être sûr, parce que le cuivre est quand même mieux pour qu'on transférer la chaleur, et aussi, comme je vous ai dit, c'est un petit peu moins dangereux au niveau de la conductivité, mais bon, je trouvais que c'était une news assez intéressante. Alors, surtout que je ne parle pas trop de water cooling en général. Prochaine news. Alors ça, c'était une news qui avait, il y a quelques jours, elle n'est plus vraiment d'actualité, mais sur Amazon.com, donc le full Amazon, donc ça, c'est les best-sellers d'Amazon, niveau processeur, et le Ryzen 5 1600 était passé deuxième, et ça, ce n'était pas arrivé depuis, à mon avis, très longtemps, qu'un processeur AMD arrive à un tel stade. Donc là, on voit le premier le plus vendu, c'est le i7, 7700K. D'ailleurs, pourquoi il est le premier vendu? Parce que, littéralement, je vous le dis, la plupart des gens qui achètent un i7 ne l'utiliseront jamais vraiment autant qu'ils ne devraient l'utiliser. La plupart des gens auraient juste besoin d'un i5 pour jouer. Le i5 là, le 7600K, continue à dire, si vous l'avez cloqué, c'est le meilleur CPU pour jouer. Il vous offrira les meilleures performances. Est-ce que c'est le meilleur CPU pour tout? Non, pas forcément. Mais pour juste jouer, c'est le meilleur. Et c'est pour ça que selon moi, ça devrait être le plus vendu. Mais le i7 est toujours plus vendu. Comme quoi, le marketing d'Intel marche hyper bien. Parce que les gens continuent d'acheter des i7 parce qu'ils croient que c'est ce qui le mieux pour jouer, quoi. Donc, le Ryzen 5 1600 avait dépassé du coup le i5, et ça c'est très intéressant parce que ça indique que AMD se porte hyper bien niveau vente. En plus, avec le mining GPU, je ferai bientôt une vidéo là-dessus d'ailleurs, ils sont en rupture de stock sur tous leurs cartes graphiques aussi, même si elles sont pas les meilleures, toujours au même prix égal par rapport à Nvidia. Elles se vendent comme des petits pains à cause de ça. Ils vendent les processeurs comme des petits pains, comme vous pouvez voir, ça va hyper bien pour eux. Et je suis content parce que ça apporte de la concurrence. Personnellement, je m'en fiche de savoir si c'est quelle marque vend le plus ou autre chose. Moi, ce que je veux, c'est que les deux marques vendent beaucoup. Parce que quand elles vendent beaucoup toutes les deux, on a des meilleurs prix. Et ça, c'est intéressant. On a aussi du coup le Ryzen 7 1700 qui est à 4ème. Et puis après, vous voyez qu'il y a un petit peu plus loin le 1800X. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que je trouve que le 1700X a plus d'intérêt. Il est beaucoup plus bas dans la liste. Le FX 3000, le 8350 aussi est un assez bon CPU qui est plus très vendu très cher. Évidemment, c'est pas le meilleur, mais comme il est vraiment pas cher, il y a encore beaucoup de gens qui l'achètent. Le 1600X aussi est intéressant, mais je vous dis, le 1600 c'est le plus intéressant parce que il a un bon refroidissement fourni de base, il a une assez bonne fréquence, et si vous l'overclockez, là vous êtes tranquille, quoi. Donc ouais, intéressant. J'espère qu'on verra encore plus de concurrence avec la sortie des plus gros
des plus gros processeurs chez AMD et aussi du Ryzen 3. Ça, j'ai envie de voir. Alors, malgré qu'on dit que les gens n'ont pas forcément de l'argent pour acheter un PC, si vous regardez quand même le top des ventes est un i7 et le seul processeur vraiment pas trop cher, ça commence à être à partir de la 5e position et c'est le Pentium G4400 qui est un des plus recommandés à cette gamme de prix là pour pouvoir jouer et du coup c'est assez étonnant de voir que le premier prix est aussi loin au final hein. Donc ouais, ma foi. Il y avait aussi le i5 7500 qui a vraiment aucun intérêt, prenez le Ryzen 5600 franchement. Donc ouais, on verra dans le futur. J'attends de voir moi ce que ça donne avec les Ryzen 3 et j'espère que ça continuera dans cette optique de concurrence pour que nous on ait des bons prix et qu'on puisse se faire des PC gaming pour pas cher. Prochaine news, c'est au niveau de SpaceX. Ils ont lancé une fusée voilà une petite semaine. Alors ce lancement a eu un peu de mal. Ils l'ont fait 3 fois pour dire. Donc la première fois le truc s'est arrêté à 9 secondes avant le décollage. Donc, en fait, la fusée est un peu... Il y a un ordinateur dans la fusée. Donc, si l'ordinateur de la fusée considère qu'il y a un problème, il arrête le lancement. Et à 9 secondes avant le décollage, il a arrêté le lancement. Donc, ils ont vérifié. Ils ont cru que c'était juste un problème dans le système de navigation. Apparemment, ce n'était pas ça. Parce qu'au deuxième lancement, ça s'est réussi à arrêter à 9 secondes. Ils ont encore plus cherché. Et finalement, je ne sais plus ce que c'était le problème. Ils l'ont résolu dans tous les cas parce que la fusée a décollé au 3e lancement sans problème. Ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est le plus gros satellite qu'ils ont jamais lancé dans l'espace. Il faisait 6761 kg, donc 6 tonnes, c'est vraiment le plus gros qu'ils ont jamais lancé. Donc évidemment, la fusée n'a pas pu réatterrir parce qu'elle n'avait plus de carburant. Hein. Je ne sais pas si vous savez, mais SpaceX fait atterrir leur fusée s'ils ont assez de carburant encore un petit peu pour la faire atterrir. Sinon, ils la lancent juste... Voilà, ils la laissent aller dans la mer, hein, littéralement. Et du coup, là, c'était vraiment la limite. Alors, ils ont amélioré leur Falcon 9 plusieurs fois. Hein, parce qu'avant, la taille maximum qu'ils pouvaient, enfin, le poids maximum, c'était un peu plus de 5 tonnes. C'était 5,7, 5,5, je sais plus. Et déjà, à ce moment-là, ils n'avaient plus de carburant pour le faire atterrir la fusée. Donc, ça veut dire que maintenant, quand ils lancent un satellite de 5 et des tonnes, ils pourront le faire atterrir. Parce que s'ils peuvent lancer un satellite de 6,7 tonnes, un satellite d'un peu plus de 5 tonnes, ils auront du carburant encore pour faire atterrir la fusée. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'ils ont amélioré la fusée, ils pourront la faire plus souvent atterrir dans certaines conditions. Ils peuvent aussi fournir plus de services à des clients qui ont des plus gros satellites, mais il leur manque quand même encore une offre au marché, et ça, on le verra plus tard vers la fin de l'année. C'est la Falcon Heavy qui utilisera 3 Falcon 9 soudés ensemble en quelque sorte. Et là, ça permettra de lancer des satellites bien plus lourds. Donc ça, on verra bien ce que ça donnera. Dans tous les cas, un grand GG à SpaceX, c'était assez intéressant à regarder. Alors, prochaine news. Tant qu'on est dans SpaceX, Elon Musk, alors, il y a quelques mois, semaines, je sais plus, il avait fait un commentaire sur Twitter comme quoi il pouvait régler les problèmes d'électricité de l'Australie du Sud en une semaine et pour moins de, je crois, c'était 100 000 $. Je sais même plus combien il avait demandé. Et du coup, c'est resté pendant un moment, mais apparemment, oui, il a continué de voir pour ça. Alors, petite mise en situation. L'Australie est un pays qui... Ils sont un peu comme les États-Unis. Ils croient pas trop au réchauffement climatique. Ils sont même un peu en déni complet. Il y a même eu une news récemment comme quoi ils ont caché des informations sur le réchauffement climatique pour juste, voilà, pour le cacher dans leur pays. Et ils embrassent littéralement tout ce qui est charbon et fabrication d'électricité avec des choses, des trucs fossiles. Et notamment aussi mettre des bâtons dans les roues des sociétés qui veulent vendre des panneaux solaires et tout ça. Ce qui est complètement stupide parce que l'Australie, c'est un des pays qui profite le plus à avoir des panneaux solaires. Ils ont du soleil tout le temps. Donc eux, ils en auront... Alors, des panneaux solaires, c'est bien, mais c'est pas forcément hyper intéressant chez tout le monde. Je pense notamment si vous habitez dans le nord de l'Europe, c'est moins intéressant. Mais quand vous habitez en Australie, c'est vraiment rentable. C'est rentable à mort. Parce que vous pouvez utiliser ces panneaux solaires très longtemps. Et du coup, à cause de fait qu'ils sont un petit peu têtus en Australie, les politiciens, ils ont des problèmes d'électricité. Des fois, la demande est trop haute et ça suit pas. Ça suit tout simplement pas. En plus, leur réseau électrique est un petit peu vétuste. Et donc, ça veut dire qu'ils ont des coupures d'électricité en plein milieu de la journée sans raison. Du coup, Elon Musk s'est porté garant pour
fixer ce problème-là, tout simplement en mettant des batteries. Donc, si la production d'électricité n'est pas suffisante à des moments de pic qui arrivent d'un coup, bien tout simplement, pourquoi pas avoir des batteries qui, s'il y a un moment où il y a beaucoup de gens qui demandent, ben, la batterie s'en occupe. Et puis, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui demandent à un moment, on recharge la batterie. Et c'est exactement ce qu'il va faire. Donc, en gros, c'est un buffer, littéralement. Ce sera un buffer de, alors je sais plus exactement, 100 MW, voilà, une batterie de 100 MW, ce qui est énorme. Ce sera de x3 la plus grosse batterie au monde. Il y en aura une plus grosse construite en Allemagne d'ailleurs dans pas trop longtemps, mais voilà, on va juste ignorer pour le moment. En tout cas, quand elle sera construite, ce sera la plus grosse. Elle devrait fournir une énorme quantité d'électricité, même pendant pas mal d'heures. Et ce sera construit donc dans le sud de l'Australie pour régler les problèmes à cet endroit-là. Et il a dit qu'il l'installerait sous... Alors non, c'était pas sous une semaine, il l'installera sous 100 jours. Donc s'il n'arrive pas à l'installer sous 100 jours, c'est gratuit, tout simplement. Donc voilà, très intéressant. J'ai envie de dire, tant mieux s'il arrive à tenir ses promesses-là. Un truc qu'il faut quand même noter, je tiens à le préciser, mais tout n'est pas rose, mais... Ça renforce un petit peu un problème que j'avais pu voir qu'il y avait chez Tesla, c'est que apparemment chez Tesla, les gens travaillent pas mal d'heures supplémentaires et que c'est pas forcément payé, que c'est un peu compliqué. Et, ce genre de choses, c'est Elon Musk qui est en mode, oui, on va le faire en 100 jours, et puis t'as les employés aussi bien qui sont en mode, oh non, on va devoir travailler encore plus. Donc il faut quand même penser à ça, je tiens à le préciser. Autant ce Elon Musk est un gars qui a l'air incroyable et tout ça, mais il y a un prix à payer derrière et je pense que c'est les employés qui payent un petit peu. Donc voilà, je tenais juste à le préciser. Prochaine news. Alors, ce niveau de... le carbone. Le carbone, vous êtes composé de carbone. Il y a beaucoup de choses qui sont composées de carbone. Et depuis quelques dizaines d'années, on commence à expérimenter avec le carbone, notamment la fibre de carbone. Je pense que vous connaissez tous, un matériau très résistant. On a aussi un autre truc qu'on a commencé à développer, c'est des nanotubes de carbone ou... du graphite, qui est un matériau qui est dérivé du carbone. Donc c'est une très fine couche de carbone en gros. Alors le graphite est un des bons candidats pour remplacer le silicone pour les processeurs. Donc le silicone c'est un matériau qui est utilisé depuis très longtemps pour les processeurs. Le problème c'est qu'il commence à atteindre ses limites physiques. Alors que le graphite nous permettrait de faire des processeurs qui fonctionnent. Parce que en fait la particularité du graphite c'est qu'il a très peu de résistance électrique. Genre quasiment nulle. Donc c'est-à-dire que quand l'électricité passe à travers, elle passe directement. Il n'y a aucune perte. Il n'y a pas genre une partie d'électricité qui va rester dans la matière et va se dissiper sous forme de chaleur. Et du coup, pour faire un processeur, c'est parfait ça. Vous pourrez faire des processeurs qui fonctionnent à des centaines de gigahertz littéralement et qui consomment rien comme électricité. Parce que cette électricité pourra repartir autre part, quoi. Et ça, c'est très intéressant. Évidemment, c'est encore tout ça en test. Et là, justement, IBM fait un petit peu des tests pour faire des processeurs avec des nanotubes de carbone. Alors, les nanotubes de carbone, c'est encore autre chose. C'est vous prenez du carbone et vous l'enroulez sous cette forme arrondie comme ça. Alors, le nanotube de carbone, un des avantages qu'il a, c'est qu'il est hyper résistant. Si on pouvait construire... pour vous donner une information, un des saints Graal, on va dire, de la science, ce serait de faire un ascenseur spatial. Un ascenseur spatial, c'est tout simplement faire un ascenseur qui va vers l'espace. Le problème d'un ascenseur spatial, c'est que vous devez faire un ascenseur qui fait pas des centaines, mais des dizaines de kilomètres de haut. Il doit aller jusqu'en orbite géostationnaire pour information, donc il est énorme. Et le problème, c'est qu'aucun matériau sur Terre ne résistera à ça. Alors, il ne faut pas non plus un matériau, en fait, il ne faut pas un matériau pour faire une tour de plusieurs kilomètres de haut. Hein. Le truc, c'est que comme l'ascenseur spatial est tellement haut qu'il va dans l'espace, il y a une double force. Vous avez la force gravitationnelle qui l'attire vers le centre de la Terre, mais vous avez aussi la force centrifuge qui tire l'ascenseur spatial vers l'espace. Et du coup, ces deux forces s'équilibrent normalement. Mais il faut quand même un matériau très résistant. Jusqu'à maintenant, le matériau un des plus résistants qu'on a, c'est le Kevlar. Avec le Kevlar, on pourrait faire un ascenseur spatial sur la Lune. Ce qui est déjà pas mal. Mais avec le nanotube de carbone, qui est tellement résistant, on pourrait faire un ascenseur spatial sur Terre. Donc juste pour vous situer la force de ce truc-là et à quel point il pourrait être vraiment intéressant. Et du coup, ils l'ont utilisé pour faire un processeur qui fonctionnait à 2,8 GHz. Bon, c'était pas vraiment un processeur, hein, mais c'était quand même techniquement un processeur, une puce en tout cas qui fonctionnait, qui n'était pas la plus impressionnante possible aussi. Ils ont même indiqué que les taux de rendement étaient très mauvais. Donc, par exemple, c'est comme
comme si vous fabriquiez 200 processeurs et qu'il n'y en avait que 50 qui ressortaient de l'usine fonctionnelle. C'est pas très bon. Et du coup, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il progresse, quoi. On n'est pas encore à un stade où ce sera utilisable. Et d'ailleurs, ce processeur n'est pas utilisable. Il n'est pas... vous ne pourriez pas le mettre dans votre PC et hop, il marche ou autre chose. C'est juste pour tester, en gros. C'est vraiment regarder et se dire « Ah oui, ça marche, c'est génial. » Du coup, plus tard, on pourra l'adapter à un véritable processeur. Donc, dans tous les cas, ça progresse à ce niveau-là. C'est clairement une technologie qui va prendre des dizaines d'années avant de maturer. Mais le jour où on a vraiment des nanotubes de carbone pour la construction, bon, déjà, ça coûtera la peau des fesses en attendant que ça coûte moins cher. Comme à peu près tous les matériaux. Hein. Quand les matériaux sortent pour la première fois, coûtent hyper cher. Et plus il y a de gens qui en ont besoin, plus on en fabrique, moins c'est cher. Donc, d'ici, ouais, à mon avis, quelques dizaines d'années, on devrait avoir des utilisations pratiques enfin sortir. Et peut-être qu'on aura un projet d'ascenseur spatial, hein, qui sait. Moi, j'aimerais bien un ascenseur spatial, mais bon, je pense que c'est un petit peu loin à ce niveau-là. Donc, ouais. Et il y a plein d'autres utilisations, hein, d'ailleurs, au carbone, au nanotube de carbone et tout ça. C'est juste, franchement, pour moi, c'est clairement l'acier a influencé le monde moderne. Je trouve que le carbone, les nanotubes de carbone et le graphite sont les matériaux qui vont suivre l'acier dans cette optique-là, et ça va vraiment, je pense, influencer le monde. Alors, c'est tout pour ce Texama Show. Du coup, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouve pour un prochain Texama Show, et je vous dis salut à tous.